Alors, bienvenue à cette session sur la Power BI, plus spécifiquement sur la restitution de données en Power BI. Avant tout, un grand merci aux sponsors qui ont permis l'organisation de cet événement, et merci aux organisateurs aussi, c'est énormément de travail. Je m'appelle Serge Lucas, je suis MVP SharePoint, basé en Belgique, à Bruxelles. Ça s'entendra probablement. Je suis consultant, speaker, formateur, et je suis cofondateur de www.shareql.com avec ma collègue qui devait malheureusement co-présenter cette session, Isabelle Van Kampenhout, mais suite à un décès dans sa famille, eh bien, elle est restée à Bruxelles. Donc avec Isabelle, on était co-auteur d'un livre en français sur SharePoint, notamment de la partie BI et la partie workflow. Alors, cette session est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter. Il n'y a pas de sous-titres, donc c'est en belge, il n'y a pas de sous-titres français, mais j'espère qu'on arrivera à se comprendre d'ici quelques minutes. Alors, l'agenda de cette session, d'abord le contexte général de la Power BI. Je pense que c'est bien de resituer la Power BI dans un contexte. Ensuite, on va très rapidement passer par, non pas Power Query, c'est une petite erreur, mais par Power Pivot, Power View, Power Map, le Q&A. Pour la partie mobile, on en parlera, malheureusement, on a des problèmes de connexion avec la surface et le projecteur. Les définitions ne sont pas compatibles avec ce projecteur-ci. Ça, c'est la surprise du jour, en tout cas la surface RT. Alors, commençons par le début, le contexte général de la Power BI. Ce slide illustre les outils de BI traditionnels dans le monde Microsoft. Donc, typiquement, quand on fait de la BI, on passe par différentes étapes. L'étape d'ETL, donc Extract, Transformation, Load, est pris en charge dans le monde Microsoft par SSIS, SQL Server Integration Service, où on va agréger les données, transformer les données, nettoyer les données, mettre de l'ordre. Ensuite, on va passer par l'étape Data Warehouse, où on peut éventuellement créer un cube. On peut avoir des Data Warehouse sans cube, évidemment. Ensuite, on va visualiser les données grâce au SSRS, donc la partie reporting, donc SQL Server Reporting Service. Donc, juste avant, le Data Warehouse est pris en charge dans le monde Microsoft par SQL Server Analysis Service. Et après, on partage le tout éventuellement sur SharePoint. Bien. Donc ça, c'est déjà du traditionnel. Donc SharePoint est déjà du traditionnel. Donc le monde va très vite. Dans ce qu'on appelle la Self-BI et la Power BI, dans lequel Office 365 entre en jeu, on reprend les mêmes étapes, les étapes vues précédemment, mais la couche ETL, donc Extract, Transformation, Load, on nettoie les données, est prise en charge par Power Query, comme l'a bien illustré mon ami Jean-Pierre Riel dans la session précédente. Donc grâce à Power Query, on va pouvoir aller chercher des données, retrouver des données, les nettoyer, comme il vous l'a montré tout à l'heure, et aussi les partager à travers toute l'entreprise. Donc ça, c'est très, très confortable, très pratique. Tous ces outils sont basés, comme vous l'avez déjà vu, sur Excel. Donc Excel 2013, je crois que c'est Pro+, la version Pro+. Donc vous avez des add-ons qui sont, eux, gratuits. Alors après l'étape d'ETL de Self-BI, dans la Self-BI, le module suivant, donc l'équivalent du Data Warehouse, est pris en charge par le module Power Pivot. On viendra sur Power Pivot. Après ça, la visualisation est gérée par les outils Power View et Power Map qu'on va revoir. L'étape de partage qui se faisait déjà traditionnellement sur SharePoint se fera dans Office 365. Généralement, au niveau terminologie, la terminologie Microsoft n'est pas très, très claire là-dessus, mais tant que vous travaillez dans Excel, on parle de Self-BI. Vous êtes quasiment tout seul avec votre station de travail et Excel. Ensuite, à partir du moment où vous partagez ça dans Office 365, on parle de Power BI. Donc voilà au niveau terminologie,
même si ce n'est pas nécessairement très très clair encore pour l'instant. Donc la grande nouveauté, c'est entre autres qu'on peut maintenant faire de la BI dans Office 365, dans le cloud. On pouvait déjà faire de la BI dans SharePoint, comme vous l'avez vu dans le slide précédent. Power View, Power Pivot fonctionne dans SharePoint 2010 et 2013, mais ça demande une infrastructure assez massive. Donc la version entreprise, assez chère à mettre en place, assez lourde à mettre en place. Maintenant, on peut l'avoir vraiment pas très cher, encore que les prix ne sont pas annoncés, mais en termes d'infra, ce n'est pas très cher, c'est dans le cloud. Alors, après avoir partagé les informations dans Office 365, on va pouvoir les révisualiser grâce, encore une fois, à Power View, Power Map et un nouvel outil que vous avez déjà vu, certains d'entre vous, lors de la première session, qui est Q&A. Et évidemment, ceci est un cercle, on repart avec Power Query, éventuellement on peut rechanger les données, etc. Et donc voilà le lien entre la nouvelle BI, la Self-Service BI et la Power BI, et l'ancienne BI traditionnelle. Maintenant, ceci ne veut pas dire qu'il faille toujours utiliser la Self-BI et la Power BI. Tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend du mode de gouvernance que vous voulez mettre en place dans l'entreprise. Donc, comme l'a montré Jean-Pierre Riel tout à l'heure, la première étape, c'est découvrir, combiner, partager les sets de données avec Power Query, qui est un add-in. Donc, on se connecte sur des données qui sont soit publiques, donc des pages web avec des tables HTML par exemple, ou des bases de données qui sont dans l'entreprise, grâce notamment au Data Management Gateway que Jean-Pierre vous a montré tout à l'heure. On peut créer des sets de données, les partager, les décrire, et il n'y a plus qu'à commencer à créer ces rapports, en fait. Donc ça, c'est très facile. La partie nettoyage, transformation de données à travers des sources de données différentes est très très fine, très intéressante dans Power Query, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Malheureusement, il faudrait 2 heures, au moins 2 heures pour aller dans le détail de Power Query, mais ça marche vraiment très très bien, c'est un outil qui est facile à utiliser, très facile à utiliser. Alors, une fois qu'on a nos sets de données qui sont partagés dans l'entreprise, grâce à Power Query, entre autres, eh bien, l'étape suivante, c'est créer le data warehouse, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment un data warehouse, et pour ça, on utilise un outil qui est déjà ancien, qui s'appelle Power Pivot. Donc, qui a utilisé Power Pivot ici? OK, la moitié environ. Alors, Power Pivot est très intéressant parce qu'il permet de créer un modèle de données qui peut être complexe. Il permet d'agréger des données éventuellement de sources différentes, de faire des liens entre ces données qui proviennent d'environnements complètement différents, de faire des croisements, de mettre des relations. On peut également créer des KPI dans Power Pivot, donc avec des goals, des objectifs à atteindre et voir quel est l'écart avec l'objectif. On peut créer des hiérarchies aussi dans Power Pivot. Et donc, progressivement, les technologies qu'on trouvait dans les cubes multidimensionnels apparaissent progressivement dans Power Pivot. Et surtout, c'est facile. Alors, c'est facile, c'est très rapide, ça fonctionne en mémoire et ça permet de traiter des dizaines, parfois des centaines de millions d'enregistrements en un clin d'œil. Tout dépend de la puissance de votre PC. Donc Power Pivot est une base de données en mémoire qui est évidemment optimisée, les données sont compressées. Ça marche très très bien. Et donc ça permet d'aller au-delà des frontières traditionnelles d'Excel sur le poste de travail. Alors, petite démo pour la moitié d'entre vous qui n'avaient jamais utilisé Power Pivot et surtout pour faire le lien avec les démonstrations suivantes. Alors, la petite démo, ici, illustre un modèle de données qui est assez facile. Donc ici, on va comparer un peu des poires et des pommes, si on veut. Et j'illustre dans ce tableur Excel des données qui illustrent la quantité de nourriture qui est consommée durant des événements ou durant des barbecues. Alors, c'est un modèle qui est suffisamment petit que pour rendre les choses, à mon avis, claires. Quelles sont les sources de données différentes? Quels sont les types de données différentes? D'abord, on a une liste d'items, donc des aliments typiquement,
Et dans ces aliments, on décrit la catégorie de l'aliment, on décrit la façon dont il est servi, froid, chaud ou tel quel, sa couleur, son nom et un numéro de distributeur, donc une société qui les distribue, qui les vend. Donc cette information-ci est stockée dans Excel. L'autre information, distributeur, justement, ici, est une information qui est partagée dans Office 365, qui a été partagée grâce à Power Query. Et vous voyez, elle se trouve dans une liste SharePoint au sein de mon Office 365. J'aurais pu prendre une base de données, SQL Server ou autre. J'ai choisi la facilité, je suis un SharePointer, donc j'exploite un peu SharePoint quand même. Et voilà comment se profilent les données. J'ai un nom de distributeur, l'identifiant correspondant à l'aliment, se trouve ici, la ville et le pays d'origine. J'aurais pu mettre France, je suis belge, mais bon, c'est à peu près la même chose. On est voisins. Une table très importante est la table des quantités. Alors la table des quantités montre les quantités servies et les quantités consommées durant chaque événement. Donc durant chaque événement, on a une date, la date de l'événement, on a quantité servie, quantité consommée, éventuellement on a le nombre de personnes qui ont assisté à l'événement. Voilà, c'est tout c'est l'essentiel de cette table-ci. Et encore une fois, cette table, j'ai choisi de la stocker dans SharePoint et de la partager grâce à Power Query. Donc très facile. Ensuite, vous voyez que chaque événement a une date et j'ai une table des dates, voilà, avec la date correspondante qui sert de clé. Et encore une fois, cette table provient de SharePoint. Ici, voilà, d'une liste SharePoint. J'ai plus de détails sur la date, comme par exemple le numéro du jour, le numéro de la semaine, le numéro du mois, le nom du mois, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant en BI, de donner un peu plus d'informations sur l'échelle de temps. Alors, ces données proviennent de sources différentes. Pour moi, ça vient au même, c'est dans Excel, peu importe d'où ça vient. Et chacune de ces sources a été ajoutée dans un modèle Power Pivot. Donc, j'ai ajouté ça dans Power Pivot, ici, voilà. Donc, j'ai ajouté chacune de ces tables dans le modèle qui ressemble à ceci. Donc, le modèle s'appelle le Data Model. L'outil qui permet de gérer ce Data Model s'appelle le Power Pivot. Donc, vous devez installer l'add-in Power Pivot dans Excel. Vous pouvez gérer ça assez facilement. En cliquant sur Manage, vous voyez, quand ça fonctionne en tout cas, vous allez voir la base de données en mémoire telle qu'elle est représentée. Donc voilà, ici, vous avez une vue diagramme. Je vais faire un petit zoom. Et voilà. Et donc, on voit les liens entre la table item et la table des quantités ici. Voilà. On peut voir les types de colonnes sur lesquelles la relation se fait. Le lien entre la table des items, donc les aliments, et celle des distributeurs. On voit qu'ici, entre quantité et date, il y a une relation, puisque j'ai un peu plus de finesse sur les dates. Et très important, chaque item, donc chaque aliment, est décrit par une image. Et cette image, j'aurais très bien pu mettre un lien HTTP vers l'image où elle se trouve. Dans l'ancien monde, c'est-à-dire avant la Power BI, je mettais des images dans SharePoint, dans une liste SharePoint, et je mettais le lien HTTP vers la liste SharePoint. C'est très facile. Malheureusement, si vous voulez partager votre Power Pivot ou faire des rapports Power View dans Office 365, les liens HTTP vers les images ne marchent plus. Vous devez créer une table binaire dans laquelle vous chargez les images de façon binaire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une table avec simplement un ID, un nom, et le binaire de l'image. OK ? Vous irez sur mon blog, je vous montrerai comment on fait. Cette information est partagée à travers tout Microsoft, mais c'est une limitation aujourd'hui dans le produit, qui est que dans Office 365, pour les rapports Power View, qu'on verra tout à l'heure, les images HTTP ne fonctionnent pas. C'est très embêtant. OK ? Peu importe, j'ai créé une table d'images pour chaque item et une table pour décrire la catégorie des items. Donc, catégorie, c'est par exemple légumes, fruits, boissons. Okay, et l'item, c'est par exemple jus de pomme, pommes, etc. etc. Okay, donc voilà
le détail. Retournons un petit peu dans les données. Donc voilà les différentes catégories, boissons, pain, fruits, etc. Et voilà les noms des aliments, les noms correspondants des aliments. Donc thé, bagel, baguette, etc. OK. Sur base de ce petit data model, oui, j'en profite pour parler du DAX aussi, parce que dans les quantités, hein, je vous avais montré que dans les sources données, j'avais la quantité consommée et la quantité servie. Ce qui m'intéressait, c'était voir la différence. Donc j'ai créé une nouvelle colonne dans mon modèle, que j'ai appelée leftover. Donc c'est juste la différence entre quantité servie et quantité consommée, en utilisant une formule qui ressemble au langage de fonction Excel, mais c'est du DAX, hein, donc ce fameux langage qui permet de faire des calculs en mémoire et qui est tout à fait analogue au MDX que l'on retrouve dans les cubes multidimensionnels. Ce n'est pas la même chose, mais dans beaucoup de situations, ça revient à faire la même chose. Hein. On peut mettre des formules qui peuvent être un peu plus compliquées si nécessaire, mais voilà un exemple de DAX. Demain matin, je pense que la session de Rousseau, il y a le DAX un peu plus avancé, donc je vous invite à aller voir cette session si ça vous intéresse. Donc voilà pour mon modèle Power Pivot. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter là-dessus? Je ne pense pas. Je sais juste que parfois j'ai un petit plantage sur la DIN. Voilà, ça refonctionne. Très bien. Donc, Power Pivot est essentiel parce qu'il faut bien avoir un data model quelque part. Sans data model, vous ne pouvez quasiment rien faire. Alors, la troisième étape, c'est l'étape de visualisation. Qui dit visualisation dit premier outil, c'est Power View. Donc Power View n'est pas un outil neuf, ça existe déjà depuis plusieurs années. Il était intégré dans SharePoint 2010, donc déjà il y a quelques années, donc SharePoint 2010 existe déjà depuis 2009, hein, pour rendre les choses tout à fait claires, donc presque 3 ans et demi. Néanmoins, il y a eu plusieurs évolutions de Power View, et fondamentalement, ce que celle-ci vous amène en plus, c'est que l'affichage pourra se faire en HTML. Par défaut, Power View affichait les informations uniquement en Silverlight, ce qui était très embêtant sur des plateformes comme l'iPad, par exemple, ou Android, ou même la Surface. Hein, sur la Surface RT de Microsoft, Silverlight ne fonctionne pas. Donc, d'où l'intérêt de passer à l'HTML. L'avantage de Power View, c'est que c'est un outil qui est assez facile à utiliser par Madame Michou et est très interactif. Donc, jetons un petit coup d'œil à Power View en se basant sur le petit modèle que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors, Power View peut fonctionner dans Excel. Donc ici, je cherche Power View parce que la définition de mon écran a changé. Voilà, il y avait une tabulation Power View, mais elle n'est plus là. Oui, malheureusement, mais je voudrais... Alors, je vais chercher les tabulations existantes. Donc, sur base du modèle que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai créé quelques rapports de base. Certains étaient un peu plus complexes. Donc, par exemple, ici, j'ai simplement affiché le data model dans Excel. J'ai fait un insert Power View et j'ai choisi dans mon modèle les tables et les colonnes qui m'intéressaient. Donc ici, j'ai affiché ce genre de choses. C'est peut-être un peu petit. Malheureusement, je n'ai pas de zoom it sur ma machine et le zoom d'Excel ne marche pas pour les Power View. Donc j'ai la liste des catégories qui se trouve tout à fait à gauche, catégorie d'aliments. La deuxième colonne, c'est le nom de l'aliment. Ensuite, ici, j'ai la quantité consommée de l'aliment avec une image correspondant à la catégorie et automatiquement, le système crée ce petit rapport. Donc, très facile à faire pour Madame Michou. Madame Michou peut le faire en quelques minutes. Donc, c'est assez simple. Je vous montre un deuxième rapport qu'on va refaire de zéro. Je vais peut-être changer la définition de mon écran. Je vais vérifier ça, si on peut. Il est en 1024. Agrandir ça. Est-ce que vous arrivez à voir? C'est juste ici, là ça va. Dans le fond, c'est un peu plus difficile.
suis déjà en 1024, donc c'est pas évident. Pas évident ici. Voilà. Donc, voilà le rapport que je voudrais refaire de zéro devant vous. J'ai ici la liste des catégories d'aliments. Donc, j'ai comme catégorie boissons, viennoiseries, fruits et légumes, donc les 4 catégories que vous avez vues. Ici, j'ai le détail des catégories, donc c'est un master detail, comme on dit. Donc, dès que je clique sur la catégorie, automatiquement, j'ai la liste des aliments correspondants qui s'affiche. De même que pour chaque aliment sélectionné, j'ai la quantité consommée, sa couleur, la façon dont il est servi, etc., plus le détail de l'évolution de la consommation au fil des mois. Et en dessous, j'ai la même chose, quantité consommée, mais pour toute la catégorie, de même que la liste ou une carte des producteurs de ces aliments, des fournisseurs de ces aliments, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses-là? Très rapidement. Est-ce que Madame Michou peut le faire? Eh bien, allons-y. Donc, j'ajoute une feuille PowerView. La feuille PowerView s'intègre automatiquement dans Excel et j'ai mon data model et il suffit d'aller choisir les données correspondantes. Alors ici, les tables sont reliées. J'ai mis des relations dans Power Pivot, elles sont reliées. Donc, je ne dois plus utiliser les VLOOKUP comme je vais le faire dans le temps dans Excel. Automatiquement, les relations fonctionnent en mémoire et de façon très rapide. Donc, par exemple, prenons la liste des aliments. Voilà, je vais prendre ici, j'ai Drawing catégorie. Donc, ce sont mes images pour toutes les catégories. Je prends ceci et automatiquement, mes images s'affichent. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner les différents items. Donc, je vais prendre les noms des aliments qui se trouvent. Pardon, je vais l'enlever ici. Je vais le remettre juste à côté. Voilà. J'ai le détail des différentes catégories. Ici, je vais enlever ça. Voilà. Et ce que je voudrais bien, c'est lorsque je sélectionne une des catégories d'aliments, donc boissons, viennoiseries, fruits ou légumes, que automatiquement le filtre se fasse. Donc c'est extrêmement facile. Il suffit de dire, voilà, cette boîte-ci, le filtre s'applique à elle. Et automatiquement, vous sélectionnez les boissons, vous avez le détail, donc les aliments correspondants. Okay, donc c'est extrêmement facile. Alors, je peux afficher plus de détails. Par exemple, ici, je voudrais bien avoir la quantité consommée. Donc je vais dans mon modèle. Quantité se trouve dans la table des quantités. Donc je dis, voilà, quantité consommée. Je vais prendre un autre détail dans mes aliments. C'est la couleur, par exemple, la façon dont c'est servi. Voilà. Je ramène ceci. Ça fonctionne toujours. Et je dis, je voudrais bien rendre ça un peu plus sexy. Je voudrais bien avoir l'image de mes aliments s'afficher tout au-dessus. Pour rendre mon diagramme un peu plus attractif et un peu plus rapide à analyser. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? J'ai une colonne pour mon tableau et je dis, voilà, je vais chercher l'image, Drawing Item, je prends l'image, et hop, ça fonctionne. Voilà, donc je prends par exemple les viennoiseries et je peux me promener sur les détails des viennoiseries. Donc réellement, Madame Michou peut faire ça, je pense, qu'il est réaliste de l'imaginer. Alors, allons un peu plus dans le détail. Je voudrais bien avoir l'évolution de la quantité consommée au cours de l'année pour chaque aliment bien particulier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me positionne dans la boîte de l'aliment, donc de l'item. Je vais chercher les tables correspondantes. C'est une quantité, donc ça se trouve ici. Je prends la quantité consommée. Voilà, j'ai un nouveau petit tableau qui apparaît. Je dis que je voudrais bien mettre une échelle de temps. Donc j'ai prévu une table date. Je vais mettre le temps ici. Voilà. Ce n'est pas sexy assez. Et je vais dire, je voudrais bien transformer ça en graphique. Et voilà, il suffit d'aller dans type de graphique, ligne, et c'est fait. Madame Michou est contente.
voilà, j'ai l'évolution, je peux agrandir ça un peu plus. Le reste, c'est juste du détail. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, ceci, enfin, on va voir si ça fonctionne d'abord. Si je sélectionne la baguette, ça marche. Voilà. Ce que je voudrais maintenant, c'est afficher le même graphique, mais pour la catégorie de l'élément, de l'aliment. Alors, je peux recommencer le même graphique de 0, ou je peux le reprendre, copier, celui-ci, je le colle ici, voilà, en dehors de la zone de l'aliment, donc pour tout mon diagramme. Et regardez maintenant, quand je sélectionne par exemple les fruits, on voit que la courbe de la catégorie fruits ne correspond pas à la courbe du détail de cet aliment-ci, qui est la pomme. OK? Donc c'est très facile. Bon, je peux compliquer ça un peu plus, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est afficher la carte des distributeurs de chaque aliment, ou de la catégorie d'aliments, peu importe. Je vais dans distributeur, je prends le pays, je le mets là. Je vais prendre les quantités consommées, par exemple. Quantité. Ici, j'ai une table des quantités. Voilà. Et je dis, ceci, je voudrais bien l'afficher sous forme de carte. Et pour autant que vous ayez une connexion Internet, le système fait appel à Bing Map, vous avez la carte correspondante des distributeurs avec éventuellement un cercle dont la taille est proportionnelle à la quantité consommée. Donc voilà, si je change de catégorie, on voit que la carte s'adapte en conséquence. Et évidemment, chacun de ces composants peut être agrandi. Par exemple, je prends la carte, donc chaque composant qui se trouve sur ce diagramme peut être agrandi de cette façon-là, et on peut interagir avec le composant. On peut aller voir le détail, voilà, des fournisseurs belges pour cet aliment-là, etc. Alors, tout dépend de la définition de l'écran. Voilà, je l'affiche. Alors, on peut aller plus dans le détail. Par exemple, vous pouvez faire ce genre de diagramme-ci. Hein, ici, j'ai affiché en axe des X la quantité servie cumulée au cours de l'année, et ici la quantité consommée au cours de l'année pour chacun des aliments. Et j'ai mis le facteur temps. Et donc, vous pouvez faire jouer ça. Vous pouvez évidemment revenir en arrière dans l'historique. Et si nécessaire, vous pouvez analyser un des aliments en particulier. Donc tout ça est extrêmement facile à produire par Madame Michou, à coup sûr. Alors, mon écran est un peu petit. Alors, donc, point très important lorsque vous travaillez avec PowerView, j'insiste encore pour ne pas avoir de surprise, c'est que si vous voulez travailler avec un modèle d'image, attendez, voilà, ici, c'est tellement petit que Power Pivot, Power, il faut deviner hein, un peu. Donc, n'utilisez pas ceci, les URL vers les images. Ça fonctionne en SharePoint 2010, ça fonctionne en prémisse, mais utilisez une table binaire. Donc ça, c'est vraiment très, très important. On en parle beaucoup sur Internet, c'est vraiment un blocage. Et tout ceci est en bêta, mais même dans la version finale, vous serez encore confronté à ce problème-là de binaire pour représenter les images. Okay, donc ce n'est qu'après la version de RTM de Office 365 pour BI que Microsoft changera cette fonctionnalité-là. Donc il ne faut pas vous énerver, il faut carrément, faut pas en faire une maladie, disons. Alors, une fois que vos rapports PowerView sont réalisés, l'autre moyen d'expression, donc les rapports ne sont qu'un moyen d'expression, l'autre moyen d'expression, c'est PowerMap. Le rôle fondamental de PowerMap, c'est ce qu'on appelle le storytelling.
vous voulez raconter une histoire, vous voulez persuader votre auditoire. Dans ce cas-là, PowerMap, à condition de vouloir travailler dans un espace géographique, PowerMap est l'outil idéal. Donc, PowerMap vous donne la vue cartographique, une animation, un déroulement historique si vous le désirez, en 3D, et vous pouvez repartager l'animation en générant un film, donc un MP4 ou un WMF ou un WMA, peu importe. Vous créez un film et vous le mettez dans votre intranet si nécessaire. Vous pouvez rajouter du son si vous le désirez. Alors, démo de PowerMap. À quoi ça ressemble et surtout comment ça fonctionne. Donc, à quoi ça ressemble? Eh bien, je vais prendre un exemple qui provient de Microsoft. Et je vais prendre cet exemple-ci. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est l'évolution le type de consommation d'énergie aux États-Unis au fil du temps. Personne? OK, très bien, parce que je n'ai pas assisté à la première session. Donc, comment ça se passe? D'abord, illustrons ça, et puis je vous montrerai comment ça marche derrière. Donc, vous avez un add-in qui s'appelle PowerMap. Lançons-le sur ces données-là. Les données doivent être très simples. Tout est simple, en fait, dans les outils Power. Vous avez ce qu'on appelle un tour. Vous lancez le tour. Voilà. Dans le tour, il y a des scènes. Je réexpliquerai ça. Et vous jouez le tour. Donc, voilà. Évolution de la quantité, de la capacité énergétique par comté aux États-Unis. Donc, on voit la quantité, donc la taille des diagrammes, ce sont des mégawatts consommés. Et l'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez ajouter votre propre texte et animer, expliquer ce que vous voulez faire ressortir. Hein, donc voilà le type d'énergie aux États-Unis. Évidemment, il y en a beaucoup. Vous pouvez évidemment vous arrêter à tout moment et reprendre l'animation à tout moment aussi. Hein, vous pouvez parler, vous pouvez zoomer, vous pouvez interagir avec le diagramme. On refera ça tout à l'heure avec un autre diagramme. Le plus important, c'est la correspondance entre la description et la carte, en fait. Donc voilà, par exemple, le nord-ouest Pacifique, beaucoup d'hydroélectricité. Voilà, le sud, il y a beaucoup plus de gaz naturel, etc., etc. Donc j'accélère un petit peu. Évolution de la type d'énergie, d'utilisation de type d'énergie au fil du temps, au fil des années. Et voilà, vous avez tout au-dessus ici, au-dessus à droite, vous avez les années qui défilent. Malheureusement, je pense qu'il y a un problème de définition d'écran en liaison avec le projecteur. Donc, c'est les années, normalement. Donc, 1937, 38, 40, 41. Vous avez les différents types d'énergie en fonction des années. Donc, de plus en plus de gaz naturel à mesure que les années passent, etc., etc. Donc, j'avance un petit peu dans l'animation. Voilà. Par état. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors la question, c'est comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Et pour illustrer ça, je vais prendre quelque chose d'un peu plus simple. Je vous montre d'abord à quoi ça ressemble, et puis on regarde, on soulève le capot moteur. Voilà, j'ai un tour. Et donc, ça montre les tarifs résidentiels aux États-Unis dans un quartier du Texas. Donc, plus c'est haut, plus c'est cher. Et vous voyez qu'on peut zoomer, on peut faire des scènes dans lesquelles on revient en avant, en arrière. Ici, on a le type de résidence en fonction des couleurs, mais également on cumule les prix au mètre carré. On peut éventuellement mettre des cartes de chaleur. Donc ici, plus c'est vert, moins ça consomme. Et on peut faire des zooms sur certains quartiers bien définis. Alors, comment ça fonctionne en fait? En fait, c'est très simple. Je vous montre le modèle. Le modèle, c'est une table. Donc je ferme ceci. Le modèle, une seule table, que je vous décris très rapidement. En gros, vous avez besoin de données géographiques. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, des adresses, des pays, des villes, longitude, latitude si vous voulez. Donc ici, on a longitude, on a tout en fait, longitude, latitude. On a l'année de construction, la décennie de construction. Qu'est-ce qui est important pour la démo? On a la valeur sur le marché. On a
quantité de consommation. Et en fait, on peut voir qu'on a même ça au cours du temps. Donc si je prends, par exemple, je pense ceci, une coordonnée géographique, on va voir qu'on a plusieurs enregistrements parce qu'on a le calcul de la consommation au cours des heures même. Hein, donc on a toutes ces données. Ce n'est qu'une table, dans le modèle. Donc sur base de ça, on retourne dans Excel, on ajoute une map. Voilà. Je vais rajouter un tour. Et dès que vous créez un tour, le système vous demande, bon, comment est-ce que je peux me débrouiller pour détecter les coordonnées géographiques? Et vous choisissez dans votre modèle Power Pivot, dans votre data model, les coordonnées géographiques. Donc ici, je vais prendre simplement latitude, longitude. Ça me suffit. Donc je vais agrandir ceci. Vous voyez, je prends latitude, longitude. C'est la première question qu'il pose. Très bien. Ensuite, il me dit qu'est-ce que je veux représenter? Je veux représenter, par exemple, le prix de l'immobilier, donc market value, et je veux représenter ça sous forme de colonne. Très bien. Ensuite, je vais fermer ceci. Je vais dire que je veux représenter ça sous cette forme-ci. Ça, c'est une petite légende. Je vais enlever la légende. Je vais faire un petit zoom. Je voudrais me centrer là-dessus. Voilà. Et ceci est une scène. Je peux dire combien de temps je veux voir la scène. Vous voyez, ici, je veux la voir 6 secondes. Et après, j'aurai une autre scène que je créerai, que je vais créer d'ailleurs tout de suite. Voilà, je vais créer une nouvelle scène. Pour créer ma scène, je sélectionne celle-ci, je dis je veux créer une nouvelle. Mais je vais représenter autre chose, le prix de l'immobilier sous forme de courbe de chaleur, par exemple. Donc ce sera des courbes de chaleur, heatmap. Voilà, malheureusement ici, à cause de l'écran, je ne vois pas très bien. Je fais un petit zoom. Voilà. Je donne quelques détails concernant mon tour. Je vais dire que ça va durer 5 secondes. La transition de celle-ci à celle-là se fera comme ceci. Je vais appeler ça un push-in. Voilà. Je vais créer une autre scène à partir de celle-ci, sur laquelle je vais me focaliser sur la partie de l'immobilier qui est peu coûteuse. Et c'est probablement là qu'il y a des bonnes affaires à faire. Donc je copie la scène. Je vais zoomer sur la partie toute verte. Voilà, je me déplace ici. Voilà, je vais ajouter une petite description. Je vais ajouter aussi le détail géographique. Et vous voyez ici, je pourrais mettre des thèmes. Je pourrais afficher, par exemple, les images satellites. Voilà, images satellites. Comme ceci, c'est un peu plus sympa. Et normalement, je dois pouvoir ajouter une petite description que je vais appeler « Bonnes affaires ». Voilà. Et je vais appeler ça, voilà, c'est ici qu'il faut acheter. Je crée ça, voilà mon texte qui apparaît. Voilà ma légende. Je vais faire un petit zoom. Je vais mettre ça là. Zoomons un peu. Voilà, c'est bon. Je joue mon tour. Donc voilà mon tour. Okay, je peux m'arrêter, aller dans le détail si je veux, aller voir le détail du bâtiment. Tiens, qu'est-ce que c'est ce bâtiment-ci? Ah oui, c'est là, je connais. Quelle est sa valeur? Valeur locative, la voilà. Voilà, je continue la scène. Je peux interagir. Puis la scène va passer à la scène suivante. Voilà, ça se passe tout seul. Et voilà, c'est ici qu'il faut acheter. Alors, si je veux partager ça, je crée un vidéo, donc je génère un fichier vidéo, il y a différents types de formats, et je le partage dans mon intranet. Donc, c'est extrêmement facile à faire. Il faut une petite formation minimale, et voilà. Et vous avez un outil qui est, je pense, tout à fait fantastique.
Donc voilà pour PowerMap. Alors, donc c'est un mode d'expression parmi d'autres. Alors une fois que vos rapports sont faits dans PowerMap ou dans PowerView, il faut partager ça à travers l'entreprise. Évidemment, le partage se fait au niveau d'Office 365. SharePoint est l'emplacement idéal. Pourquoi SharePoint? Parce qu'il vous donne l'aspect web, parce qu'il y a la partie gouvernance, il faut bien gérer ces données, il faut savoir qui peut voir quel rapport. Éventuellement, il y a la partie versionning, on peut mettre plusieurs versions. Éventuellement, quand vous mettez un rapport quelque part, il faut pouvoir l'approuver ou pas, hein, donc un processus d'approbation qui est intrinsèque à SharePoint. On veut éventuellement taguer ces rapports, mettre des commentaires, donc collaborer sur ces rapports. Il y a un moteur de recherche qui permet de retrouver ces rapports, etc., etc. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle SharePoint est l'outil idéal. Alors, donc on met ces rapports dans SharePoint. On peut déjà les mettre aujourd'hui dans la version release de Office 365. Ça fonctionne, mais il y a une limitation dans la taille de rapport que vous pouvez visualiser en mode web. Je pense qu'aujourd'hui, dans Office 365, c'est limité à 10 MB en mode web. Hein, donc si vous avez un Power Pivot, au-delà de 10 MB, ça ne fonctionnera plus. Vous pouvez évidemment l'afficher dans Excel client riche, mais vous n'êtes plus en mode web. Donc ça, c'est une délimitation qu'il y a dans l'Office 365. Si vous voulez aller au-delà de ça, vous avez besoin de l'Office 365 avec le module BI, qui est en bêta. Je vous donnerai l'URL pour pouvoir y souscrire. Et là, vous pouvez aller jusqu'à, je crois de mémoire, ça va être 250 mégas, la taille de rapport. Ce qui en BI, c'est déjà pas mal, on peut déjà faire pas mal de choses. Plus, vous devez importer ça dans votre client riche. OK, donc, ce module-ci est intégré dans une version bêta d'Office 365. Et quand vous souscrivez à cet Office 365, vous avez un site par défaut dans lequel vous pouvez stocker vos documents. Par exemple, le document Excel que je vous ai montré tout à l'heure avec le Power Pivot se trouve ici. Voilà. Donc je peux interagir avec ce document Excel. Allons voir si ça fonctionne. Si jamais vous avez Silverlight installé sur votre station de travail, automatiquement Silverlight sera utilisé. Si vous n'avez pas Silverlight, ce qui est le cas de l'iPad ou de l'Android ou d'autres tablettes, comme la Surface RT par exemple, automatiquement il passera en mode HTML. Alors là, j'ai le Silverlight sur ma machine, donc il passe en mode Silverlight, mais normalement dans l'HTML, vous n'avez aucune différence. Et vous pouvez interagir avec vos rapports. Voilà. Voilà mes pommes et mes poires. Donc, voilà, ça fonctionne. Voilà mes différents diagrammes. Ça marche pas mal, c'est un peu petit, j'aurais dû zoomer, mais ça fonctionne pas mal. Juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, en HTML, il y a un certain nombre d'éléments qui ne fonctionnent pas. Donc, par exemple, les images en HTML, aujourd'hui, dans la bêta, dans la version release, ça fonctionnera, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, j'aurais bien aimé vous montrer ça sur ma surface, mais il y a un problème d'adaptateur. Donc, avec les surfaces RT, on n'arrive pas à brancher l'adaptateur surface sur le projecteur. Mais vous verrez la même chose, sauf que certaines parties sont annotées comme ne sont pas encore supportées dans la bêta. C'est une question de temps, en fait. Sinon, ça marche automatiquement. Donc, vous mettez votre tableur Excel dans la librairie de documents SharePoint, ça fonctionne automatiquement. Par contre, je ne sais pas pourquoi je dis par contre, mais en plus de ça, quand vous avez un site SharePoint dans le nouveau module Power BI, Microsoft vous installe une application Power BI, que vous voyez ici, Power BI, qui est une application. Ça veut dire que les applications en SharePoint 2013 ne tournent plus sur le serveur 2013, mais tournent ailleurs. Cette application tourne dans Azure, et elle va, quand je clique dessus, elle va lire, parce que l'application peut tourner dans Azure, mais elle est quand même intégrée à SharePoint, elle fait partie de SharePoint, elle va lire les listes de documents que vous avez, et elle va vous permettre de les gérer. Donc c'est une application, là je suis dans Azure, en fait je suis dans Azure et dans SharePoint en même temps, c'est un frame de Azure dans SharePoint, et dans cette application, vous avez trois parties. Je commence par le bas, tous vos rapports sont disponibles ici, ces documents. Tous les rapports qu'il a détectés se trouvent ici. Vous pouvez interagir avec ces rapports, par exemple ici, dire, voilà, je voudrais bien en faire un feature. Feature veut dire que vous le mettez en évidence. C'est un rapport populaire. Je veux que les gens soient au courant que ce rapport existe.
Quand vous cliquez sur Feature, automatiquement, il apparaît sur les features. Donc, c'est ceux que vous mettez en évidence, sur le plan marketing pour l'entreprise, en fait. Mais les autres sont quand même toujours accessibles. Vous pouvez les retirer, vous pouvez les partager, vous pouvez les effacer, évidemment. Mais ce qui est très intéressant, et c'est l'autre mode d'expression, c'est la partie Q&A. Donc, comme mode d'expression, comme mode de visualisation, on avait les Power View. Vous créez des rapports qui vous paraissent les rapports qui seront les plus demandés. Vous voulez raconter une histoire, c'est Power Map, mais il y a des tas de situations pour lesquelles vous ne pouvez pas tout prévoir. Bon, là, il faut faire appel à Q&A. Donc, Q&A est un outil qui permet à l'utilisateur lambda de poser ses questions sans nécessairement connaître le modèle proprement dit et d'avoir des réponses à ces questions. Alors, jetons un coup d'œil à Q&A. Q&A fonctionne dans cette application Power BI qui est intégrée à SharePoint. Voilà. Et quand vous affichez cette application, en tout cas en bêta, c'est comme ça que ça s'affiche, ce sera différent dans la version release, vous avez la possibilité de poser des questions. Et vous avez la possibilité de partager des questions qui sont fréquemment posées. Par exemple, ici, j'ai des questions sur un modèle de données qui est un modèle de Jeux olympiques, basé sur les Jeux olympiques, les médailles durant les Jeux olympiques. Et vous voyez ici, je peux dire, par exemple, show. Voilà, et le système m'aide progressivement. Show, je vais taper athlète, ou même faire une faute d'orthographe. À mon avis, il est assez malin. From France, par exemple, voilà. Et voilà, il me montre tous les athlètes français. Je vais taper ceci, with gold medal. Voilà, il me montre tous ceux qui ont médaille d'or, peut-être in 84. Voilà, tous ceux qui ont médaille d'or en 84. Et même si vous vous trompez, même si vous ne connaissez pas le nom des colonnes, le nom exact des colonnes, le système est suffisamment intelligent que pour s'en sortir. Pas toujours, évidemment. Pourquoi? Parce que vous avez votre modèle Power Pivot, qui est un modèle relationnel, et Q&A crée un modèle sémantique au-dessus de ça. Et à mesure que vous posez des questions, automatiquement, le système déjà apprend, mais a une certaine logique qui vous permet de faire des erreurs. Okay, donc, par exemple, vous mettez show, ben, il sait que ça veut dire afficher la liste de, par exemple. Hein. Alors, vous avez toute une série de possibilités. Il peut vous afficher les rapports soit sous forme de table, de map, de carte, et d'autres façons encore. Par exemple, regardez, je vais vous montrer un autre petit exemple. C'est juste un peu lent, en tout cas dans la bêta. Voilà, par exemple, diving medalist from China and the medal count. C'est une question qui avait déjà été posée précédemment. Et lui, il estime qu'en fonction du type de réponse, il va vous afficher ça sur cette forme-ci. Donc, ce sont tous les plongeurs chinois qui ont eu une médaille d'or. Mais vous avez la possibilité d'afficher ça sous forme de map. Voilà, sous forme de... On va un petit peu changer la... Je vais mettre Europe. Voilà. Voilà la réponse, sous forme de map. Voilà, le nombre de médaillés d'or par pays en Europe. Vous pouvez avoir le détail, carte. On peut se promener dans le détail. Voilà, évidemment, ceci est un peu illisible. Donc, la table correspond mieux à ce dont j'ai besoin. Donc, en fonction du type de résultat, le système va vous proposer des cartes ou pas de cartes. Donc, l'utilisateur aura quelque chose qui est un peu plus ad hoc. Et donc, ceci permet de pallier au fait que vous ne pouvez pas prévoir tous les rapports possibles et imaginables pour l'entreprise. Vous en créez quelques-uns qui sont optimisés, les plus complexes ou les plus demandés, et le reste, vous laissez ça dans le Q&A. Vous voyez, donc, voilà comment les choses se passent. Aujourd'hui, dans la souscription Office 365 BI qu'on a, on ne peut utiliser le Q&A que sur certains rapports que Microsoft propose. Donc, les rapports que j'ai fait tout à l'heure avec les poires et les pommes
ben, je ne peux pas l'interroger aujourd'hui, parce que c'est encore en bêta, en fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon rapport fonctionne. On a pu le tester à d'autres occasions chez Microsoft. Donc voilà un peu les différents modes de visualisation que l'on trouve dans la Power BI. Alors malheureusement, pour la partie mobile, je ne peux pas vous aider beaucoup. Comment les choses se passent? Mobile est évidemment crucial pour Microsoft. Jusqu'à présent, tous les services, quasiment tous les produits Power BI ou Self-Service BI que Microsoft proposait étaient limités au Silverlight. Ça veut dire quasiment zéro adoption dans l'entreprise à cause de l'absence de mobilité d'HTML5. Donc aujourd'hui, l'HTML5, c'est le roi dans le monde Microsoft. Donc cette application, ce Power View permet de générer de l'HTML en fonction du type de client. Donc ça marche pas mal. Il y a encore beaucoup de défaillances, mais c'est de la bêta. Je sais que Microsoft eux-mêmes ont une version beaucoup plus avancée qui marche très très bien. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que c'est sous NDA. Je serais obligé de vous tuer si je vous en dis plus. Donc à choisir, peut-être que j'en ai dit trop, donc je vais appeler la sécurité. Mais donc voilà, donc c'est l'HTML5, ça c'est cross-platform, fonctionne partout. Ça permet le touch aussi. La deuxième possibilité, c'est une app Power BI que j'aurais bien aimé vous montrer, qui existe dans Windows 8. Je vais essayer de vous la montrer, elle ne fonctionnait pas tout à l'heure. Donc vous avez une app dans le store de Windows 8 et de Windows RT qui permet de récupérer vos rapports, de les afficher en mode HTML, d'interagir avec eux en mode touch, c'est-à-dire que la partie visuelle de vos rapports sera un peu différente, elle est adaptée au touch. Vous avez des nouvelles possibilités de filtres qui sont adaptés à la taille de vos doigts. Hein, donc c'est vraiment pas mal fait. La seule chose, c'est que l'application est très 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 lente pour l'instant. C'est du bêta, c'est très lent, donc il faut accepter ça. Il est prévu également une app pour l'iPad. À ma connaissance, il n'y a pas d'app prévue pour l'Android. C'est l'HTML5, donc ça fonctionnera en mode touch. Pas idéalement optimisé comme vous avez sur iPad et sur Windows ou Windows RT ou Windows 8 normal en fait. Donc clairement Microsoft se méfie un petit peu enfin ça je peux me permettre de le dire, hein, je ne travaille pas pour Microsoft, donc se méfie un petit peu de Google, mais a tendance à privilégier quand même Apple, son iPad et son écosystème. On revient un petit peu aux années anciennes, hein, où il y a une sorte de camaraderie entre Apple et Microsoft, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Je vais quand même essayer de vous montrer l'app. Donc l'app ressemble à ceci. Et dans l'app, malheureusement, quand je clique pour avoir un rapport, j'ai une erreur. J'ai encore essayé. C'est très lent et puis j'ai une erreur, donc je vous fais perdre du temps. Quelle heure est-il? J'ai encore quelques minutes. On s'en est aperçu juste avant la démo ici que la RT ne fonctionnait pas dans l'écran, enfin sur le projecteur. Voilà, encore 15 secondes, après ça je reviens en arrière. Bon, tant pis, je ne vous fais pas perdre votre temps. Mais donc, dans l'app, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des rapports qui sont prédéfinis, proposés par Microsoft, vous pouvez interagir avec eux en mode touch, ou pas touch, hein, je peux interagir aussi avec la souris quand ça fonctionne. Vous pouvez visualiser vos propres rapports. Donc, par exemple, ici, vous pouvez faire un browse, et dans le browse, vous pouvez ajouter, voilà, vous pouvez taper, entrer l'adresse de votre site Office 365. Donc, vous pouvez voir vos rapports PowerView fonctionner là-dedans. Et me disait Jean-Pierre Riel a testé, ça fonctionne aussi avec le site on-premise. Donc, ça ne doit pas nécessairement être de l'Office 365. Ça marche aussi on-premise. La visualisation des rapports Excel en PowerView sous l'on-premise. C'est compliqué à formuler, ce genre de choses. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Une chose est certaine, c'est que la partie mobile est cruciale pour Microsoft. Ils mettent toute l'énergie nécessaire. Ce que nous avons aujourd'hui en tant qu'MVP et ce que vous avez en tant que public normal en bêta n'est pas exactement ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus avancés. Donc vraiment, c'est une des priorités. Alors, après cette session, que faire? Ben, vous suivez la session suivante, en fait. Mais surtout, premièrement, je vous suggère de souscrire à la Power BI, donc à l'Office 365 bêta. Donc vous allez
à cette URL-là et vous fournissez vos coordonnées et vous allez recevoir un accès au Power BI. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez suivre 1h30, 1h30 de Power BI, qui est le résultat d'enregistrement d'une session que nous avons faite avec ma collègue Isabelle en Belgique. C'est en français, enfin une sorte de français, dans lequel on fait le making-of de toute la partie Power Pivot, Power View, Power Map et aussi Q&A un peu plus en détail. Donc c'est évidemment 90 minutes. Oui, je parle français maintenant, je ne dis pas 90. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Elle est un peu longue, mais bon, voilà. Nous avons appelé ça ShareQL TV. C'est un cycle Power BI, c'est une première session de 90 minutes, et nous allons continuer à faire des sessions un peu plus détaillées, et toujours les making-of. Donc comment peut-on commencer de zéro? Donc voilà le tour des outils de visualisation Power BI. Donc c'est Power View, Power Map et principalement Q&A. N'oubliez pas que les rapports Excel précédents, c'est-à-dire les tableaux Excel avec les tableaux dynamiques croisés, avec derrière le Power Pivot ou sans Power Pivot, fonctionnent toujours très bien, fonctionnent très bien en mode HTML aujourd'hui, hein, il ne faut pas attendre la bêta pour ça. Donc si ça vous suffit, bon, c'est très bien. Hein, donc le reste, c'est une forme de cerise sur le gâteau. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on voit quand même qu'il y a des technologies quand même très très intéressantes, comme le Data Management Gateway, qui sont quand même essentielles pour faire le lien entre le cloud et l'on-premise. Mais donc, voilà un portrait général de la Power BI. Si vous avez des questions, on a encore, je pense, 2 minutes pour les questions. Oui? À ma connaissance, non, c'est uniquement Bing Map. Oui. D'autres questions? N'hésitez pas. J'adore les questions. Bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite de sessions et à la prochaine.